Bonjour et bienvenue dans ton podcast Afro-Vegan. Ici Charlotte, la fille aux fleurs derrière le micro, venue semer quelques petites graines chez toi. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial, un peu comme un hors-série. Je t'explique. J'ai été conviée par le festival Planète Résilience, organisé et coordonné par Aminata Sidibé. Retenez bien son nom, Aminata Sidibé, fondatrice d'Écologie Universelle. Alors, je vous ai déjà parlé de cette femme incroyable lors de l'épisode précédent, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu te souviens? Je veux bien la réponse en commentaire. Aminata Sidibé, c'est une femme qui fait, qui agit, qui utilise son bagage académique et ses soft skills, comme on dit, pour agir, pour faire sa part, tout en faisant résonner l'Afrique au sens large, dans les réflexions et les actions écologiques à mener. C'est fort, c'est très fort. Eh bien, aux côtés d'Aminata et de Jonah, c'est une consultante en sûreté alimentaire et entrepreneuse engagée, fondatrice de la marque Viwa, mais également fondatrice du centre de formation Sonagnon au Bénin, qui accompagne les jeunes filles de Bonou vers un avenir meilleur. Alors, il était question d'apporter ma Afro-Vegan Voice dans cette riche discussion autour de la souveraineté alimentaire des pays du Sud. Je vous laisse imaginer à quel point j'étais excitée, honorée, mais également bien stressée de prendre part à une discussion avec des femmes aussi brillantes, déterminées, inspirantes. J'avais pas envie de décevoir, quoi. Bon, de vous à moi, de toi à moi, on va pas faire semblant. Je t'ai déjà parlé de mes grosses vibes d'introversion, mais également de ce goût pour le dépassement que j'estime qui doit être cultivé, quoi. C'est fondamental pour moi, car ça permet d'agir par-delà ces pensées limitantes. Et quand je te dis que lorsque je te parle à toi, je me parle à moi aussi, c'est pas une blague, hein. Go faire ce qu'on peut, go tenter, go continuer de faire ce qu'on prône, go. Parce qu'en vrai, je sais pas qui est-ce qui allait se démonter ici, hein. Ah, pas moi en tout cas. Sur des sujets pareils, qui me tiennent autant à cœur. Ah, ça, non. Non, donc j'ai mis l'introversion à la poubelle, j'ai mis ma grosse introversion dans une grosse poubelle, dans une grosse benne bien au fond, histoire de ne même pas pouvoir aller la chercher. Et puis, bon, vous connaissez vraiment, je pense, à me connaître un peu, surtout les copains et les copines en DM. L'une de mes marottes favorites, c'est tout est lié. Voilà, tout est lié. Écologie, hiérarchisation des vies, développement, souveraineté, autodétermination des peuples, reprise de pouvoir et afro-véganisme, tout ça, c'est bel et bien lié. Donc, bonne nouvelle pour ceux et celles qui ont manqué la conférence, cette conférence de feu qui ont manqué la conférence, on a réussi à enregistrer une large partie. C'est génial ça. Donc je te laisse écouter ça maintenant. On se retrouve à la fin. Je te souhaite une très très bonne écoute. À tout à l'heure. Y a pas à être bilingue comme ça, franchement. Un peu fatiguée, mais la journée va être assez chouette parce qu'on va passer cette journée à l'extérieur avec les festivaliers, les personnes qui fréquentent la cité fertile, afin de vous faire profiter des thématiques que nous abordons.
Justement, aujourd'hui, nous abordons la thématique de la souveraineté alimentaire et nous allons beaucoup parler des pays du Sud. Je suis accompagnée de Charlotte qui a un super podcast Afro-Vegan et de Jonah qui est, comment je peux la décrire, entrepreneur hyper engagé avec quand même une expertise en tant qu'ingénieur qualité agroalimentaire. Donc du coup, elle travaille également sur ces problématiques-là. Elle représente une association qui se trouve au Bénin. Elle va nous en parler tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, je vais les laisser se présenter respectivement, nous parler de leur parcours et du coup aussi comment elles ont atterri dans le domaine de l'alimentation. On ne va pas encore parler tout de suite de la souveraineté, mais tout ce qui touche l'alimentation, l'agro, comment elles ont atterri sur ce sujet-là. Voilà. Alors, l'une de vous se lance. Allez, je te sens bien motivée, Charlotte. Donc oui, bonjour à tous. Mon prénom, c'est Jonah. Je suis originaire du Bénin et comme le disait Aminata, effectivement, j'ai travaillé comme ingénieur achat qualité pendant une douzaine d'années. Et je dirais que les questionnements, les prises de conscience sont beaucoup arrivés avec la maternité. Et le fait de se dire, mais en fait, je vais être responsable d'accompagner quelqu'un, de l'aider à se construire, qu'est-ce que je vais transmettre, quelles valeurs est-ce que je vais inculquer. Et en faisant le point, vraiment le besoin de remettre du sens dans mon quotidien. Donc c'est là que j'ai entamé mon projet entrepreneurial. Je vous passe les détails. Mais le retour vers l'alimentation s'est fait assez naturellement. Et la volonté que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment de contribuer à sensibiliser sur l'intérêt qu'on a d'aller vers plus de diversité et de biodiversité dans nos assiettes. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et Aminata l'a précisé, j'ai effectivement une expertise du coup sur la partie sûreté alimentaire, donc au sens HACCP, chaîne du froid et tous ces petits mots un peu particuliers dont on aura l'occasion de reparler. Et j'aimerais bien que tu nous parles également de l'association que tu représentes au festival. Oui, alors effectivement, je suis là aujourd'hui surtout pour valoriser et impliquer autour d'un projet qui me tient à cœur, qui est un centre de formation de jeunes filles qui existe depuis maintenant 2007 au Bénin, d'où je suis originaire donc, et qui est parti en fait du constat qu'aujourd'hui encore, avoir 14 ans, être une jeune fille, être tombée, parce que je me dis que ça aurait pu être moi, être tombée dans une famille avec assez peu de moyens, en zone rurale, que c'est partir avec des cartes parfois un peu compliquées. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a la particularité au Bénin d'avoir la proximité géographique avec le Nigeria, qui fait qu'elles sont plus vulnérables encore parce que la main-d'œuvre, l'exploitation à des fins commerciales et parfois des choses un peu plus complexes encore font que être une fille effectivement dans ces régions-là, c'est compliqué. Et donc l'objectif du centre de formation, c'est de pouvoir les accompagner. Déjà ouvrir une porte vers l'espoir en disant la seule manière de s'en sortir, c'est pas de partir de chez soi, c'est pas d'aller au Nigeria, mais on peut rester sur place, avoir la chance d'avoir accès à de la connaissance, à de la formation, d'apprendre un métier et de pouvoir reprendre son destin en main. Et parmi les filières, les formations qu'on propose aujourd'hui, on les accompagne vers la transformation de produits agricoles. Donc des choses dont on pourra reparler tout à l'heure. Donc si vous voulez soutenir, c'est tout au fond à droite. Et le nom de l'association, c'est les Amis de la Fondation Berceau d'Afrique, qui est donc la fondation qui au Bénin à l'initiative des activités du centre. Merci. Merci Charlotte. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation, Mavi. Je m'appelle Charlotte, je tiens ton podcast Afro-Vegan. Donc tout est dans l'intitulé. On parle d'afro-véganisme, du coup d'un point de vue situé en France, à Paris, de parents, de mère guadeloupéenne, d'un père camerounais. Donc il y a un ton sur ce podcast évidemment. Je pense que ces deux régions du monde sont connues pour, comme on dit, avoir la bouche.
Voilà, donc on met un peu de rythme, on met un peu d'intonation dans l'afro-véganisme parce que c'est assez facile de partir dans des discours pas fumeux, mais un peu trop éloignés de la réalité, un peu trop éloignés aussi de nos ambitions réelles de vie de tous les jours, à savoir chercher parfois son intérêt dans telle ou telle action. Tout n'est pas altruisme, tout n'est pas tout n'est pas que bienveillance, il faut s'y retrouver. Et parfois, lorsqu'il s'agit d'essayer de faire mieux, que ce soit pour soi ou pour le collectif, mais d'essayer de faire mieux, d'évoluer, d'aller à contre-courant en général, il y a comme un sacrifice mental, c'est-à-dire qu'il y a une anxiété qui peut se dégager. Moi, j'ai connu ça à un moment, c'était très compliqué pour moi juste de sortir et d'interagir avec les gens parce que je me suis dit, mais on ne travaille pas pour la même chose. On ne travaille pas pour la même chose, vous êtes en train de faire couler mon île, vous êtes en train de détruire mon... moi, ça n'allait pas, j'étais pas bien. Donc c'est vrai que ça peut avoir aussi des impacts de se rendre compte à quel point les choses sont liées entre elles. Et ça, du coup, en passant par l'afro-véganisme, j'avais déjà remarqué qu'il y avait plein de choses qui étaient liées. Je pense que voilà, une femme noire, on comprend qu'il y a plein de combats, de questions qui se posent. Et du coup, on voit tout simplement, moi je me suis rendu compte tout simplement en passant par le spectre de la consommation d'animaux non humains, qu'il y avait des schémas qu'on reproduisait, à savoir la hiérarchisation des vies, s'approprier les vies, un côté très utilitariste des vies aussi, la commercialisation, l'appropriation, vraiment il y avait tout un système que l'on retrouve et qui sert un modèle. Qui est vu comme comme une opportunité de développement pour mes terres-mères en tout cas, mais voilà, qui peut être une opportunité de développement pour l'Afrique. Et moi, je trouve que c'est un problème et je ne suis pas la seule à le penser, étant donné que c'est un modèle en déclin en France. On se pose des questions sur l'alimentation, on rigole beaucoup moins avec l'alimentation, avec la consommation de viande. On voit ce qui se passe au niveau... c'est pas qu'on voit, c'est qu'il y a des chercheurs, il y a des recherches, il y a des études qui ont été faites par rapport à ça, sur tout ce qui est climatique, écologique, environnement. Et l'environnement, je suis obligée de le rappeler, ça comprend aussi les animaux. Voilà. Parce que nous sommes tous liés, nous faisons partie d'un écosystème, à mon sens. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci pour vos présentations respectives. On va rentrer directement dans le vif du sujet. On parle aujourd'hui de la souveraineté alimentaire. Et j'aimerais m'attarder sur ce terme, la souveraineté alimentaire, parce que pendant très longtemps, on a beaucoup entendu sécurité alimentaire. Ce qui est différent, surtout quand on parle des pays du Sud, c'est que la sécurité, c'est permettre de manger à sa faim. Donc ça peut être importé, ça peut venir d'ailleurs, ça peut avoir un impact climatique très fort, mais c'est quand même de la sécurité alimentaire parce qu'on permet à des personnes de pouvoir se manger à leur faim. La souveraineté alimentaire va plus en profondeur, c'est encore plus engagé, plus militant. Parce que du coup, ça permet à des pays, pour revenir encore aux pays du Sud, parce que c'est de ça dont il s'agit sur cette table ronde aujourd'hui, c'est permettre de se nourrir à travers une agriculture responsable, d'être autonome, c'est-à-dire de pouvoir manger, replanter ses graines l'année prochaine, se nourrir et avoir un excédent qui peut se partager. Donc, on en est très loin, en fait, dans les pays du Sud. Si je prends, par exemple, moi, il y a quelques années, quand je terminais mes études d'ingénieur en sciences de l'environnement, quand j'ai su, dans le pays d'où je venais, le Sénégal, que le blé n'y poussait pas, sachant que tout le monde a sa baguette de pain le matin, même la personne la plus démunie, ça a été un choc pour moi, en fait. Donc, je me suis dit, c'est-à-dire qu'il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de farine de blé qui sont consommées, des tonnes et des tonnes de blé qui rentrent dans ce pays-là,
et parfois qui sont même pas c'est pas qualitatif quand on regarde un peu plus en profondeur, alors que il y a une biodiversité très importante, il y a également une nature florissante qui peut nourrir ces populations-là tout en ayant un impact climatique aussi moindre, parce que sur ces tonnes et des tonnes et des tonnes de blé qui sont consommés par ces Sénégalais, il n'y a pas, en fait, ça ne c'est pas par, il y a un transport, c'est très loin, en fait. Souvent, ça vient de la France, en fait. Donc du coup, ça m'a interrogée. J'ai commencé à regarder, à me poser des questions, et du coup, c'est là où j'ai compris la différence entre souveraineté alimentaire et sécurité alimentaire. Et j'aimerais vous poser aussi une question très importante à vous deux. Qu'est-ce que, aujourd'hui, dans vos activités respectives, que représente la souveraineté en fait, alimentaire dans vos activités? Charlotte, toi, tu as un podcast, tu parles de l'afrovéganisme. Comment, en fait, à travers l'afrovéganisme, on peut atteindre ou aller vers une souveraineté alimentaire dans les pays du Sud en particulier? Très bonne question. C'est vrai que dans le podcast, et puis au fur et à mesure des épisodes, il sera question de dynamique enfin, on va discuter, on va réfléchir sur les dynamiques d'oppression, dominant-dominé. Et c'est en ça que la question de la souveraineté alimentaire se pose. C'est-à-dire, pour qui on travaille, qu'est-ce qu'on travaille. Moi, je sais que ça m'avait beaucoup... ça m'avait vraiment travaillé. Je crois que c'est ça qui m'a fait vraiment passer afro-vegan, parce que le temps que je comprenne le rapport avec les animaux, etc., c'était vraiment qu'est-ce que je fais, moi, avec ma consommation, qui enchaîne les pays, enfin en tout cas mes terres-mères, mais même de manière générale, qui enchaîne d'autres pays qui sont déjà pas dans la même situation que la France, par exemple. La souveraineté alimentaire se manifeste à petite échelle, dans tous les jours, dans le lambda, à quelque part intégrer des produits. Alors côté Guadeloupe, on appelle ça produits pays, mais les produits un peu terroir, les produits, voilà, patates douces. Côté français, pour le terroir français, je dirais que on parle de légumes oubliés. Et je trouve qu'il y a un peu cette même chose avec les produits pays. Donc igname, patates douces, même si beaucoup de patates douces ne viennent pas ni d'Afrique ni de Guadeloupe, en tout cas. Mais bon, il faut faire attention justement à la provenance des produits. C'est très important. La valorisation des produits. Et même en termes entrepreneurial, je dirais. J'avais une idée, on va parler un peu par rapport à la sûreté alimentaire, parce que j'ai besoin de tips sur ça. Je pensais à créer... alors c'est une idée. C'est pas un projet encore, c'est une idée. Et ça enregistre en fait. Ah, donc, il faut que je fasse... en plus, là, non. Ce sera l'objet d'un podcast. J'avais oublié. Et en tout cas, l'idée de créer des sauces, des plats sauces emblématiques de certains pays. Parce que demain, si je vous demande quel est le plat emblématique du Libéria, quelqu'un peut me répondre? Personne. Moi-même, je ne sais pas. Hein, c'est pas une question de piège. J'ai pas la réponse. C'est-à-dire qu'il y a des pays, il y a une méconnaissance des pays, en tout cas d'Afrique. On connaît certains plats évidemment typiques, le ndolé évidemment, le mafé, le yassa, on connaît ça. On sait à peu près de quoi c'est composé. Mais pour valoriser la culture d'autres pays, on ne connaît pas. Et de là, pour valoriser une culture, il faut partir de produits bruts. De produits justement qui proviendraient, qui serviraient, qui créeraient, qui participeraient à une économie intéressante pour les personnes qui habitent les terres, en fait, où on peut produire, je ne sais pas, l'arachide. Voilà. Ça serait travailler une collaboration, justement, c'est-à-dire que là, par rapport, pour répondre à nos besoins, à nous, si tu es ici, on n'a pas des besoins de survie, on a des besoins de découverte, on a des besoins de manger sain, c'est pas de la survie.
Donc pour répondre à ça, parce qu'il ne s'agit pas à mon sens de revenir à un état de précarité, mais de servir nos envies et de faire en sorte que ça serve aussi ailleurs. Donc on aime voyager, mais bon c'est compliqué, l'écologie, l'avion, tout ça, voyageons par l'assiette. Donc mes sauces. Mes sauces qui feraient le tour, par exemple, de l'Afrique avec les ingrédients d'Afrique, je pense, permettrait de valoriser et les produits, et les terrains, et les cultures, et les savoir-faire, parce que c'est pas moi qui me chargerait des recettes. Ce seraient des personnes, enfin, j'aimerais vraiment que ce soit des personnes dont c'est la culture. C'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'il y a des gens derrière des plats, il y a une science, il y a une connaissance, il y a une maîtrise. Il y a des gens qui sont experts dans leur domaine. Et c'est pas moi qui vais commencer, moi ou un autre. Un autre avec un autre visage, par exemple, qui serait plus à l'aise dans l'entrepreneuriat que moi. Mais voilà, il s'agit vraiment de réapprendre à collaborer par toutes nos manières de faire. Par nos centres d'intérêt. Je pense que, et d'ailleurs j'avais parlé d'écologie universelle dans le dernier épisode, je crois, parce qu'il s'agissait en fait de servir ses convictions dans des domaines qu'on maîtrise. Ça peut être la créativité, ça peut être aimer discuter, podcast, ça peut être une connaissance justement par rapport à tes études, à ton bagage académique, etc. Qu'est-ce que tu as fait, tu t'en sers pour pouvoir justement faire tout ce que tu fais au niveau d'écologie universelle, etc., etc. Et même au-delà d'écologie universelle, pour les gens en fait, tu vois, sans qu'il y ait ce côté sacrificiel, c'est-à-dire que tu sais faire, tu as un bagage et tu t'en sers pour servir tes idées. Ça peut être au niveau de l'entrepreneuriat, du business, de la cuisine, de la consommation, de la transmission, de l'éducation aussi. Trouver dans l'éducation, trouver des imaginaires qui correspondent à des réalités qu'on peut oublier, qu'on peut mettre de côté, qu'on ressent le dimanche parce que c'est le dîner en famille, avec la famille, etc. Là, on connaît bien notre culture, mais essayer de l'intégrer le plus possible dans notre manière d'articuler une pensée. Parce que c'est ça qui assoit, à mon sens, c'est ça qui assoit un paradigme et qui sert de, je dirais pas contre-pouvoir, mais qui permet de nuancer le paradigme sur lequel on est, à savoir celui occidental, qui est quand même régi par la prédation, l'épuisement. L'épuisement, que ce soit des terres, jusqu'au bout, l'épuisement d'un modèle. L'intensif, c'est exactement ça. C'est de la voracité, c'est de l'épuisement, c'est de la surconsommation, ce n'est pas raisonné. Et ce qui permet, à mon avis, de contrebalancer ces petites choses qu'on peut avoir, enfin, c'est pas ces petites choses, mais cette vision qu'on peut avoir du monde, c'est dans nos ancestralités, ou bien dans nos origines, ou bien dans nos pratiques très liées au terrain, liées à nos terres, à ce que nos parents, grands-parents connaissent. Et je pense que même au niveau de création, de la transmission, forcément ça va orienter. Forcément. C'est-à-dire que moi je ne me vois pas, par exemple, demain ne pas cuisiner, que mes enfants, par exemple, ne connaissent pas l'igname. C'est pas possible, en fait. Ce ne sera pas un légume oublié pour lui, comme j'entends aujourd'hui. J'aimerais qu'il y a une valorisation de la culture, des savoir-faire, des connaissances médicinales, scientifiques aussi, par l'assiette. Voilà, c'est un moyen comme un autre. Mais... Est-ce que je peux poser une question ? Oui. Tes sauces, on les mangerait avec quoi ? Pas avec du riz, du coup. Tu m'as vu venir. Exactement. Ça ne se ferait pas avec du riz. Mais... il faudrait que je trouve une personne dont c'est la culture qui serait bien capable, par exemple, de me faire un tiep au mil. Ça. Parce que si c'est moi qui revisite... Pardon, on va m'enlever. Non, mais c'est vrai, on va me dire que je modifie et je peux comprendre parce qu'il y a ce côté identitaire. Totalement. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui, mais que ça soit moi ou une autre personne...
avec un autre visage qui aurait cet accès à l'entrepreneuriat. Enfin, je veux dire, il y a quand même une offense. C'est-à-dire que je pense que c'est aux gens dont c'est la culture qui doivent réfléchir, réviser, retravailler leur Totalement. propre tradition. Parce que là, on a quand même aussi cette question de légitimité, en fait, aussi, qui est importante de s'interroger. Parce que là, dans ce sujet autour de la souveraineté alimentaire, en fait, Jonah, il faudra que tu répondes rapidement sur ce que la souveraineté représente dans ton activité. C'est qu'on a vraiment en fait une appropriation en fait des produits. D'ailleurs, tout à l'heure récemment, je parlais du Sénégal où il n'y a pas un seul blé qui pousse dans ce pays, mais chacun tous les matins a sa baguette de pain. Donc du coup, ils s'approprient une alimentation qui n'est pas la leur en fait. Ils s'approprient un produit qui n'est pas la leur et vice versa aussi. Je suis pour on partage, qu'on consomme en fait ce qu'on souhaite, mais qu'on n'impose pas parce que là, dans ce cas de figure, à tout un pays, parce que c'est pas une seule personne, à tout un pays, on leur impose en fait une variété d'espèces qu'ils doivent consommer. Et ça, on est aussi ce qu'on a évoqué tout à l'heure avant quand on débriefait autour de la table ronde, la nécessité, le besoin de décoloniser en fait les assiettes aussi pour aller vers une souveraineté alimentaire pérenne, parce que du coup cette décolonisation va permettre aussi de pouvoir vivre en cohésion et que les gens peuvent reprendre des recettes de certains pays, mais que chacun s'approprie aussi ces produits. Selon moi, c'est ça qui va nous permettre d'aller vers la souveraineté alimentaire quand même. Je te laisse, tu en as la parole. Alors oui, pour répondre à la question, dans mon activité, dans mon quotidien, quel lien est-ce que j'ai avec la souveraineté alimentaire? Je commencerai peut-être même déjà par les termes. Parce que du coup, donc, je le disais, moi je travaille sur des sujets qui sont plus liés à la sûreté alimentaire. Donc que les aliments qu'on consomme soient sûrs et ne représentent pas de danger pour notre santé. Et c'est vrai que dans le langage commun, l'amalgame est souvent fait avec la sécurité alimentaire. Pour décrire ce dont je viens de parler, on parle souvent de sécurité alimentaire. Donc déjà, resituer les termes. La sécurité alimentaire, c'est s'assurer qu'il y ait à manger en quantité suffisante, que ce qu'on consomme soit nutritif, donc nous apporte d'un point de vue de la santé. Et comme on le disait tout à l'heure, aller un cran plus loin, c'est aller vers la souveraineté alimentaire. De dire, bah, tiens, chacun au niveau de son territoire est capable de se nourrir seul, en quantité suffisante et avec des ressources qui sont bonnes pour les populations d'un point de vue de la santé. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Je taquinais Charlotte sur les accompagnements qui iraient avec ces sauces parce que on parlait du riz, on parlait du tchèp par exemple. Qu'est-ce qu'on mangeait avant? Tout simplement. Dans les pays du Sud, qu'est-ce qu'on consommait avant? Comme tu le dis, le matin, on ne prenait pas une baguette de pain. Le midi, on ne mangeait pas du riz. Et pour moi, la souveraineté alimentaire, ça passe aussi vers ça. Ça repasse, c'est retourner vers ce qu'on mangeait à l'origine, ce que nos terres savent produire, qu'on n'a pas besoin d'importer, qu'on n'a pas besoin d'épuiser d'un point de vue ressources, qu'on n'a pas besoin d'irriguer avec de l'eau qu'on a de moins en moins. Donc il y a tous ces sujets-là derrière. Et effectivement, se décoloniser au niveau de l'assiette aussi. On n'est pas des mangeurs de pâtes, des mangeurs de riz à la base. Et même d'un point de vue santé, ça aurait des intérêts parce que tu l'as cité rapidement tout à l'heure, mais Hippocrate disait, et là on parle de 5 siècles avant Jésus-Christ, donc c'est pas d'aujourd'hui, que ta nourriture soit ton premier médicament. Et c'est ça aussi, c'est que même si on laissait ces sujets d'environnement, d'écologie, même si on en a parlé rapidement hier, l'écologie elle passe aussi par soi, ben, ce serait commencer par ça, déjà manger, ne serait-ce que des choses qui sont bonnes pour nous. Et en général, ce sont des choses que la nature sait nous offrir dans les endroits dont on est originaire. Donc oui, ce serait logique pour les pays du Sud de consommer davantage de ressources biologiques qui sont natives de ces terroirs-là, quoi. Oui, mais en fait, complètement. Et du coup, tu as évoqué quelque chose qui est très important, j'aimerais revenir là-dessus. Tu as parlé
de terres, en fait. Quel lien on peut faire entre la souveraineté alimentaire et la souveraineté des terres aussi dans les pays du Sud? Alors, effectivement, je pense que quand la terre appartient à celui qui la cultive, il a peut-être plus la liberté aussi d'y faire pousser ce qui lui paraît intéressant. Et aujourd'hui, malheureusement, la réalité économique est telle que c'est pas toujours la personne qui cultive qui a ce pouvoir-là. Et quand bien même, il y a la pression du marché qui fait que il va être amené à planter ce qu'il sait qu'il peut vendre. Donc c'est à nous aussi, en tant que consommateurs, de nous responsabiliser parce que à chaque fois qu'on achète quelque chose, on vote pour encourager un système ou en décourager un autre. Donc ça doit passer par là aussi, je pense. C'est totalement pertinent et ça résonne en moi. Et ça m'amène à prendre un exemple. On mange tous du chocolat ici. Et le chocolat, il ne pousse pas en Europe. C'est très important de le rappeler. Parce qu'en fait, aujourd'hui, un cultivateur de cacao est très mal payé et sous-payé, en fait. Et parfois, il y a également le fait que les terres soient récupérées par les États pour faire des cultures, ils appellent ça des cultures de rente. Et quand on parle de culture de rente, c'est un terme très colonial, en fait. C'est le cacao, c'est le café, c'est le coton, et c'est des choses qui continuent, en fait, aujourd'hui. Donc je pense que c'est aussi important. C'est bien, le chocolat, c'est un produit de plaisir, mais c'est pas un produit de souveraineté, en fait. Des pays du Sud vont passer beaucoup plus de temps à cultiver certains produits pour le plaisir des Occidentaux que de nourrir en fait leur population. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui freine en fait aussi ce pas vers la souveraineté alimentaire. Et j'aimerais bien t'entendre, Charlotte, sur ce sujet. Est-ce que tu peux reformuler? Non, mais parce qu'il y a plein de choses. Je pensais à énormément de choses lorsque tu parlais. Du coup, là, ce que je présentais, c'est le fait que comment cela se fait que dans les pays du Sud, les agriculteurs passaient beaucoup plus de temps et leurs terres, parce qu'on parlait aussi de souveraineté des terres, leurs terres qui leur appartiennent, parfois sont retirées par les États pour effectuer des cultures de rente, mais pas pour nourrir la population qui est sur place, mais pour le plaisir en fait d'avoir une tablette de chocolat dans les pays nordiques en fait. Donc aujourd'hui, je pense que ça c'est quelque chose qui freine aussi la souveraineté alimentaire dans ces pays. Et je pense que les gens ne sont pas assez sensibilisés à ce sujet ou ne sont pas au courant en fait de tout ça, tout simplement parfois. C'est une question une question très intéressante parce que disons que j'ai un avis partagé dessus. Je pense que côté occidental, s'assurer du système de la production, de la provenance du produit fini transformé est essentiel. Donc il faut tout ce qui est transparent, c'est indispensable. C'est-à-dire que comme tu disais tout à l'heure, c'est que lorsqu'on consomme, on vote quelque chose. On défend un modèle, on finance un modèle, on renforce un modèle. Donc, un modèle où il y a la transparence, où on sait que les gens sont payés correctement, alors même s'ils ne possèdent pas la terre, mais que il y a une vie économique qui se passe et que ça leur sert. Moi, ça peut être pour du chocolat, il n'y a pas de souci. Mais si on parle de fèves, de cultiver correctement, ou à qui on n'a pas imposé de mettre des pesticides parce que ça sert tel ou tel intérêt, etc. Il faut s'assurer du coup du système de production. Et pour ça, il y a je pense à une marque, je pense à deux marques. Il y a une marque, le chocolat ivoirien, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je connais. Voilà. Et j'avais entendu plusieurs de ces interviews où il disait que du coup, il travaillait vraiment avec les Ivoiriens, etc., etc. Il avait développé son modèle en pensant aux Ivoiriens, aux intérêts des Ivoiriens. Seulement, les Ivoiriens ne mangent pas de tablettes de chocolat. Ça ne fait pas partie de leur manière de consommer. Il expliquait qu'ils mangeraient plus les fèves
un bonbon, entre guillemets. Et pas de tablette comme nous, pas de chocolat comme dans son lait d'avoine, évidemment. Euh, donc, et donc, je me dis qu'il y a cette idée de produire pour l'exportation. Alors oui, pour servir nos petits plaisirs du petit déjeuner, mais c'est pour l'exportation. C'est-à-dire que c'est ça aussi l'économie, c'est les échanges. Et donc, on importe, on exporte. Ok, moi je trouve que ça fait rentrer de l'argent, ça crée du travail. Il y a une expertise, c'est quand même fou qu'on nous parle de la Suisse lorsqu'on parle de chocolat. Enfin, c'est quand même incroyable. Donc au niveau culturel, au niveau expertise, au niveau même, j'allais dire, au niveau de nos imaginaires, bien situer tel ou tel produit, c'est quand même essentiel et c'est la moindre des choses. Donc il y a des gens qui s'emparent pour créer des produits qui correspondraient à nos modes de consommation, why not? J'ai une autre marque, une chocolatière camerounaise, enfin française d'origine camerounaise, euh, qui s'appelle Végétali. Donc elle, la question de la provenance s'est posée. Euh, donc voilà, par rapport à son background, par rapport à sa passion, etc. Elle s'est dit, mais moi j'ai envie de servir quand même. Enfin, elle trouve ça fou, elle aussi, que lorsqu'on parle de chocolat, on ne sait pas quels sont les produits, les pays producteurs vraiment. Enfin, ça reste un peu flou, etc., etc. Elle s'est dit, moi je vais valoriser ça. Qu'on rappelle que le chocolat, on parle de chocolat noir quand même là. Non, mais je veux dire qu'on rappelle vraiment d'où vient le chocolat en fait. Et donc elle a travaillé justement à faire en sorte que dans son système de production, le chocolat vienne du Cameroun, ça soit fait par des Camerounais, etc., qu'il y ait de l'emploi, que ça, enfin voilà. Elle s'est assurée du maximum de transparence qu'elle pouvait avoir. Donc l'idée de travailler pour l'exportation, c'est pas ce qui me dérange. L'idée de travailler, enfin de se voir déposséder d'un savoir et des terres, etc., pour l'exportation, ça me dérange. C'est-à-dire qu'on peut faire venir des experts, et ça se passe dans d'autres entreprises que le chocolat, par exemple, mais on va faire venir, ce sont des expatriés, en fait, qui vont travailler sur le terrain des gens. Ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être, voilà, on peut envoyer en fait des gens et ça ne bénéficie pas aux personnes qui sont sur place. On impose un modèle. Il y a aussi ce problème avec les ONG, j'entendais aussi, c'est-à-dire qu'on va importer des connaisseurs, on va importer on va faire venir des gens sur place pour régler des problèmes locaux. Alors, sûrement, il y a des expertises à partager, je n'en disconviens pas. Mais on ne va pas écouter la réalité des gens sur le terrain. On va construire des puits, il n'y a pas à construire ce puits-là. En fait, ce n'est pas ça qui est nécessaire aujourd'hui, là, maintenant, dans cette région-là. Il y a des choses où on dépossède les gens de leur propre combat en faisant fi de leur réalité, de leur connaissance, de leur expertise. Ça, c'est un rapport qui, je ne sais pas si c'est de la condescendance. Et on y est presque, hein. Ouais. On n'est pas très loin, parce qu'en fait, c'est parfois, cette condescendance, elle est vraiment, je peux dire, dans l'inconscient collectif. C'est ça. Et pour revenir, en fait, sur ce chocolat dont on parlait, moi, je parlais plutôt de priorité, en fait. Est-ce que c'est une priorité de cultiver du cacao au lieu de cultiver du blé, du sorgho, du mil pour nourrir, en fait? Parce que souvent, ces pays qui cultivent du chocolat pour le plaisir des Occidentaux sont très loin de la sécurité alimentaire avant même d'aller vers la souveraineté alimentaire, en fait. Et c'est là où ça me questionne énormément, en fait. Est-ce que tu penses que ça rentre en concurrence? Moi, je pense que ça a un impact. Parce que quand on choisit, parce que c'est sur des hectares et des hectares et des hectares, à faire pousser des cacaos, parce qu'on n'est plus sur une agriculture de l'agroforesterie, par exemple. Pareil, je connais une marque de chocolat qui s'appelle le Févier d'Or, qui est créée par une Camerounaise, que je connais très bien, qui est aussi dans un domaine de l'insertion. Elle est basée à Saint-Ouen-l'Aumône. Et elle fait vraiment un travail phénoménal. Elle travaille avec des coopératives. Elle est en agroforesterie, c'est-à-dire on va pas raser des hectares juste pour planter
des cacaoyers de sorte à ce que cela puisse servir en fait. C'est là où et ça par exemple, c'est certains pays comme comme la Côte d'Ivoire sont très 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 orientés vers ce type de modèle économique où au-delà de retirer les terres, mais surtout de de raser des terres et des forêts parfois juste pour faire parce que du coup, ça a un impact climatique, en fait, cette monoculture, en fait. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi, j'ai cette même interrogation, et même plus que ça, euh, par rapport aux élevages. C'est-à-dire le fait de raser Mhm, pour pouvoir produire du coup de la viande, etc., etc., mhm, en mode intensif, hein, mhm, parce que c'est ce qui marche. Enfin, c'est ce qui marchait ici. Donc du coup, c'est bien ce qui va marcher là-bas dans un premier temps. Même si nous, on sait que c'est un modèle en déclin ici, mhm. ça marche plus, ça a épuisé les terres. Enfin, ça crée des maladies. Enfin, au niveau de la sûreté alimentaire, on est arrivé quand même dans des, dans des manières de faire. Enfin, je veux dire, on a quand Mhm, même nourri des vaches avec de la farine. Enfin, mhm. on est arrivé très loin dans tout ça pour produire, produire, produire. Totalement. Donc ce modèle De productiviste de surconsommation, en fait, surconsommation, c'est un frein, selon exactement. moi, à la souveraineté alimentaire. Parce que du coup, on ne peut pas. On parle de biodiversité et la biodiversité, en fait, quand elle est entravée à travers la monoculture, bah, en fait, au niveau de la souveraineté alimentaire, ça a un impact direct. Et c'est quelque chose en fait qui existe, qui continue d'exister et qui continue d'impacter vraiment les pays du Sud en fait. Et parfois, je me demande est-ce qu'il y a une prise de conscience en fait, et je vais me tourner vers Jonah qui a une connaissance aussi du Bénin sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a une prise de conscience des autorités sur que ce soit l'importation ou que ce soit en fait cette agriculture intensive qui détruit des terres et aussi, je peux dire, a un impact direct sur les populations qui sont très loin de se nourrir de façon autonome. De la propriété, je crois qu'au Bénin, ils sont quand même assez carrés. Je pense Mm. ils font pas trop n'importe quoi parce que, sur la propriété des terrains. C'est-à-dire qu'ils ne livrent pas, enfin tout le monde ne peut pas devenir propriétaire des terrains, Ouais. contrairement à un pays voisin, par exemple. Disons qu'il y a une prise de conscience, je pense. Il commence à y avoir des actes posés. Tu parles de propriété de terre. Effectivement, c'est un sujet dont le gouvernement actuel s'est emparé et où je sais que à partir d'un certain nombre d'hectares, par exemple, pour avoir une autorisation d'exploiter par des personnes qui seraient pas originaires du Bénin, il faut qu'il y ait un aval, il faut que ça passe par une validation du gouvernement. Donc prise de conscience, je pense, oui. J'ai eu l'occasion d'échanger avec quelqu'un du ministère sur le sujet du riz, par exemple. Parce que j'étais tombée sur des chiffres concernant le Bénin, et quand je vois les tonnes et les tonnes de riz qui sont importés chaque année, c'est vrai que ça questionne. Alors on a la deuxième vallée la plus riche après le Nil, la vallée de l'Ouémé, où il y a des personnes qui cultivent le riz. Et ma question, ça avait été celle-là, ça avait été, mais comment ça se fait? On est capable d'en produire, on en produit, on a du riz très qualitatif. Pourquoi est-ce qu'on importe des dizaines de milliers de tonnes de riz chaque année? Et en fait, ce qu'il m'avait expliqué, c'est que aujourd'hui, ils font ce constat-là, ils sont conscients effectivement de certaines réalités, mais comme toujours, il y a encore la question du pouvoir d'achat. Et ce qu'il m'expliquait, c'est que le riz qui pousse, par exemple, dans la vallée de l'Aimé, est effectivement très qualitatif, mais une fois qu'on l'a fabriqué, une fois qu'il arrive sur le marché, il ne peut pas faire concurrence au prix du riz qui vient d'Asie. Et donc, effectivement, une population qui a conscience de cette différence de provenance, qui a le pouvoir d'achat, peut avoir le luxe de la préférence locale. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
Et il y a vraiment par contre cette prise de conscience. C'est marrant qu'on en parle là parce que ce mois-ci, le mois d'octobre, c'est le mois du consommant local au Bénin, avec un certain nombre d'initiatives de la part du ministère du Commerce notamment pour valoriser des productions locales. Le gouvernement s'est doté aussi d'un certain nombre de mesures pour que la création de la valeur ne se fasse pas en dehors du territoire, parce qu'il y a ça aussi. On parlait du cacao tout à l'heure. Par rapport à la matière première qui est générée et au produit fini qui est vendu ici, est-ce que vous avez, enfin, quand on se dit mais ça a été produit, la matière première, donc cette richesse-là, elle est quand même pas négligeable. Mais quand on regarde le prix du carré de chocolat à la fin, c'est pas le producteur qui a la partie la plus significative. Et donc le choix qu'a fait le gouvernement béninois, effectivement, c'est de forcer la transformation locale en interdisant l'exportation de certaines matières premières. Et pour le coup, ça a été assez brutal parce que les filières n'étaient pas prêtes. Les filières n'existent pas. On disait tout à l'heure, on a toujours surproduit pour pouvoir exporter en étant tenu par les prix à la tonne en fonction du marché international. Et là, donc ce vœu pieux de dire forçons la transformation locale, c'est un sujet. Mais assez rapidement, on s'est posé un souci, c'est que les filières n'étaient pas prêtes, on ne sait pas faire, on n'est pas encore équipé pour. Mais effectivement, il y a une prise de conscience et une volonté de relocaliser la création de richesses sur nos territoires. Et ça, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, tu parles du mois de consommation local. En octobre 2021, j'étais au Bénin. Et justement, en fait, c'est quelque chose de très médiatisé. On peut le voir en fait dans toute la ville au niveau des pancartes. Et quand on va dans des supermarchés, même des supermarchés qui ne sont pas béninois, où c'est des entités occidentales qui s'installent, il y a des rayons en fait sur consommation local. Et ça, c'est hyper important. Et surtout, j'ai été assez étonnée, et même, je peux dire, positivement, de voir que le maïs, en fait, est interdit d'importation, en fait, au Bénin. Donc, du coup, c'est vraiment le maïs béninois qui est consommé. Il n'y a pas un autre maïs qui rentre. Et j'ai échangé avec un contact qui travaille dans la brasserie et qui me disait que c'était parfois un gros problème en fait, parce qu'au niveau de la brasserie, ils ont besoin de certaines matières premières et parfois la quantité n'est pas suffisante. Et cela m'amène à réfléchir aussi, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de consommer en fait, on parle de slow consommation de plus en plus, pour permettre aussi d'aller vers cette souveraineté alimentaire. Parce que quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est pas épuiser les terres en fait aussi. C'est est-ce qu'il y a une autre manière de consommer de façon plus consciente et aussi d'aller vers une transmission et une formation de savoir, de consommer plusieurs produits, plusieurs espèces végétaux que de rester végétales que de rester en fait sur une seule un seul produit en fait. On parlait du riz tout à l'heure. Effectivement, avec la mondialisation, il y a eu ce partage, ce transfert d'habitudes. Et c'était assez impressionnant pour moi. Mais il y a une étude qui a été faite par WWF et Nestlé, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont appelé ça les 50 aliments du futur. Et ils commencent avec un constat. Est-ce que vous avez une idée des variétés qu'on consomme le plus? C'est facile, hein, on en a cité, quelques-unes. Mais riz, blé et maïs, ces trois espèces représentent 60% des apports énergétiques de l'entièreté des êtres humains que nous sommes à la surface de cette planète, concentrés sur trois variétés. On parlait tout à l'heure de culture intensive, effectivement. Après, on l'a bien voulu aussi, on l'a accepté aussi. Ça va plus vite d'ouvrir un paquet de pâtes et de le mettre dans de l'eau que d'aller se dire, allez, qu'est-ce que je vais faire comme légumineuse, etc. Donc on a notre part de responsabilité et c'est bien d'en prendre conscience. Et après, l'étape qu'il faut surtout pas squeezer, c'est celle de passer à l'action. Mais effectivement, pour revenir à ton point,
Pour ne pas tout concentrer sur 3 espèces, il est effectivement temps de revenir vers de la biodiversité. Ça aura un bénéfice pour nous, d'un point de vue santé. Ça aura un bénéfice pour les terres. On parlait tout à l'heure de l'impact de la monoculture, de la déforestation. Parce qu'aujourd'hui, on dit que l'agriculture est une part importante de l'émission des gaz à effet de serre. Mais ce qu'il y a derrière, c'est surtout la déforestation. Le fait de dire, tiens, pour pouvoir cultiver 10 hectares de blé, ça va plus vite de raser la forêt que de chercher à réfléchir sur la manière dont je pourrais m'installer à côté de ce qui existe déjà, quoi. Super intéressant en fait, et c'est très pertinent comment tu le présentes. On va rester un tout petit peu aussi au Bénin. Parce que du coup, mon voyage m'avait beaucoup marqué. Parce que du coup, il y a cette notion d'agroécologie, en fait. Les méthodes d'agroécologie, de permaculture. La ferme Songhai, je crois que c'est au Bénin. Oui, mais du coup, je ne vais pas m'attarder sur la ferme Songhai, mais plutôt sur les méthodologies. Est-ce que du coup, il n'y a pas une autre façon de parler d'agriculture ancestrale, parce que parfois, c'est des thématiques qui peuvent, je peux dire, freiner certaines populations ou même des ingénieurs agronomes. Moi, j'avais passé du temps avec des ingénieurs agronomes au Bénin. Et du coup, ils sont très théoriques, en fait, extrêmement théoriques. Et au niveau de la pratique, on en a fait, mais ce n'était pas leur fort, en fait. Et du coup, je me demande, est-ce qu'il existe encore des méthodes d'agriculture ancestrale qui sont transposées, qui sont partagées, là, je vais aller vers la transmission dans les universités, pour rester au Bénin, de sorte à ce que cette connaissance puisse servir à la génération de futurs ingénieurs agronomes pour que cela ait un impact visible sur la souveraineté alimentaire. Alors, je ne saurais pas te répondre, de manière tout à fait transparente, mais je vais au Bénin dans 2 semaines, donc je vais me renseigner. Donc, on se repositionne une table ronde. Et du coup, mais par contre, avant même, en fait, l'agriculture et la culture, on a une nature. On a une nature. J'ai une copine qui a été cet été au Bénin avec ses enfants. Elle les a amenés dans le nord et elle nous a partagé une photo qu'ils ont prise quand ils se sont arrêtés au bord de la route. Et la première chose qui m'a frappée, c'est que c'était en dessous d'un citronnier et qu'il y avait plein de citrons par terre. Donc avant même de parler de mutualisation, de bonnes pratiques, de méthodes ancestrales, la nature a des choses à nous offrir. Totalement. Donc commençons déjà par en prendre conscience, par valoriser, par transformer, par conserver. La saison des mangues, je suis trop contente quand je rentre en février ou en mars parce que je peux faire toutes les variétés de mangues différentes à tous les repas. Mais ce qui est toujours frappant, c'est que la vendeuse, dans ses paniers, elle a toujours sur le côté une monticule de mangues qui ne seront pas consommées, qui sont perdues. Et aujourd'hui, entre ce qu'on produit et déjà même avant ce que la nature nous offre, on a plus de la moitié en Afrique qui n'est pas exploitée, qui n'est pas consommée. Donc avant même de se poser les questions de la production, il y a peut-être déjà cette question de comment est-ce qu'on valorise, comment est-ce qu'on conserve ce qui existe déjà. Non, et ça, c'est même crucial en fait, c'est-à-dire la valorisation de ce qu'on a à l'instant T. Et ça va m'amener aussi à aborder un sujet très important aujourd'hui, qui est, on est dans l'ère du sans gluten, alors qu'on retrouve naturellement des produits sans gluten comme le manioc, la patate douce, tous les tubercules, le taro, qui peuvent se transformer en farine facilement et qui peuvent permettre aussi de réaliser des mets qui sont aussi nutritifs que moins coûteux en fait pour ces populations-là. Et du coup, je me pose la question, est-ce que la souveraineté alimentaire ne passerait pas par la végétalisation de nos assiettes? On a parlé de décoloniser nos assiettes en premier, et là je me tourne vers Charlotte. Est-ce que aller vers la souveraineté alimentaire dans les pays du Sud
et aussi j'élargis un peu, ne passerait pas par végétaliser de plus en plus les assiettes? Moi c'est vraiment sous cet angle-là que je vois les choses. Parce que par le végétal, enfin, déjà, c'est plus facile de produire du végétal sans détruire que de la viande, que de la protéine de viande. Concernant les mers, alors, il ne faut pas que je dise de bêtises sur le pourcentage, donc je ne vais pas utiliser de pourcentage, mais la France, c'est le deuxième, et c'est le deuxième plus grand possesseur des mers, donc il y a les règles dessus, etc., etc. Donc les pays du Sud, notamment, n'ont pas la main sur tout ce qui est nourriture, transformation, etc., sur les océans. Sur les terres, enfin c'est pas difficile, mais on va pas se lancer dans l'intensif dans les pays du Sud. Franchement, j'espère pas. Ça détruirait les sols, qui sont justement, qui, à mon sens, c'est la richesse qu'il y a là-bas. Je vais prendre une anecdote très bête. Je demandais à mon père pourquoi le poulet DG s'appelait poulet DG. J'étais petite, j'avais 10 ans. Tout ça, du Cameroun, voilà, le poulet DG, un plat voilà. du Cameroun. Enfin, d'ailleurs, il était pas trop d'accord avec ça, mais il disait quand même le poulet DG, c'est pas vraiment traditionnel camerounais, mais bon. On dirait que c'est emblématique, mais c'est pas traditionnel. Et je lui ai demandé pourquoi DG. Et puis il me disait, je sais pas trop, peut-être DG, c'est par rapport donc au statut, et c'est parce qu'il y a plein de légumes dedans. C'est parce qu'il y a plein de végétal dedans. Le poulet DG a son statut, a sa richesse du côté des légumes. Ça, c'est resté vraiment du côté du végétal. Donc ça, c'est resté vraiment chez moi comme une lunette pour penser. C'est-à-dire que le végétal, en fait, c'est ça la réelle richesse. C'est ce qui fait que le plat est doux, c'est ce qui fait que le plat est bon, c'est ce qui fait que vraiment il y a ce statut, c'est le costume 3 pièces, vraiment. Du poulet. Voilà. Et donc vraiment pour moi, l'idée du végétal, c'est vraiment cette richesse-là que l'on peut reproduire un peu comme la connaissance, ça ne se perd pas. On peut manger son avocat et tu peux replanter le noyau. Donc il y a cette idée de circulaire, de renaître, si on n'épuise pas les sols. Avec ça, au-delà de l'assiette, on a des défis contemporains, donc effectivement l'écologie, même l'innovation, trouver de nouvelles matières, etc., pour je sais pas, s'habiller, construire des choses, etc., etc. Avec le végétal, notamment on parlait du Bénin. Le Bénin, si je me trompe pas, je crois que c'est le meilleur ananas du monde. C'est au Bénin. Pain de sucre. C'est vrai. Voilà. Et j'y ai été, à Alada. Voilà. Alors je dis pas que le meilleur ananas du monde doit servir, par exemple, à faire du faux cuir, parce qu'on peut faire du cuir d'ananas, en fait. Donc il y a des choses qu'on a, comme l'ananas, mais plus largement même dans les pays tropicaux, en fait, qui peuvent servir justement dans l'innovation. Il y a le cuir de... c'est le cuir d'ananas. Justement, c'était une Anglaise qui avait trouvé ça, qui était allée dans un pays, alors je sais plus où, d'Asie, et qui a déposé le brevet. Donc aujourd'hui, cette alternative au cuir est détenue par une Anglaise. J'ai pas de problème avec l'Anglaise en question. Je trouve ça très bien. Moi, je trouve que c'est génial. Stella McCartney, maintenant, elle peut faire des trucs en cuir avec ce cuir ce cuir végétal, mais je trouve qu'il y a moyen de se positionner justement avec le végétal, c'est-à-dire que le végétal peut répondre à plein de choses, à la médecine, enfin, en tout cas rentrer en discussion avec la médecine, peut rentrer donc évidemment dans tout ce qui est nourriture, alimentation, etc., mais même dans l'innovation, c'est-à-dire que même quand on regarde vers le futur, de nouvelles matières.
On a un truc quand même, je pense, dans les populations afro-caribéennes, c'est qu'on sait utiliser le, le fruit, le végétal de la graine à l'écorce. Je vais prendre l'exemple du moringa. Tout, tout se consomme dans le moringa. Totalement. Dans nos cuisines, si on regarde, dans nos façons de faire, on peut mettre, il y a des plats traditionnels où on met des feuilles de patates douces, des feuilles de ci, des feuilles de ça. C'était peut-être il y a 5, non, peut-être 10 ans en France. On disait, ah, vous savez que vous pouvez manger les fans des carottes. Donc, c'est comme si on redécouvrait que, en fait, on peut manger la carotte jusqu'à la fan. C'est ça, d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre. Chose que nous, on sait déjà en fait. Donc c'est pour ça que la question de la valorisation, se rendre compte de sa richesse et pouvoir justement s'en servir, pour moi, c'est la clé. C'est la clé pour l'émancipation, c'est la clé pour le développement économique, c'est la clé pour la souveraineté. Parce qu'en fait, c'est ça, quand on dit décoloniser, c'est un mot qui m'agace, mais parce que c'est décoloniser, déconstruire, c'est en réponse à mes souverainetés, c'est pour ça que ça me parle trop. Totalement. C'est reprendre le pouvoir. En fait. Reprendre le pouvoir, la maîtrise de son destin, la maîtrise de sa vision, la maîtrise de son économie, la maîtrise de son développement, la maîtrise selon ses termes. Et être en mesure de collaborer. Mais pour ça, il faut savoir sa richesse, il faut savoir sur quel terrain on roule. Si on commence à perturber le terrain, et là je vais parler très concrètement, mais on a un terrain je sais pas, d'avocats. Voilà. Et on commence à le perturber avec les innovations d'ailleurs, etc. On ne veut pas prendre conscience que en fait ta grand-mère peut-être savait très bien cultiver ce terrain, puisque ce terrain est toujours là aujourd'hui, il est toujours il est en très bonne santé, etc. Ils avaient sûrement, enfin ils ont des connaissances dans la matière, mais on t'a dit qu'à l'extérieur, bon, il faut peut-être mettre des pesticides. Peut-être que ta grand-mère, elle savait travailler avec les insectes qu'il y avait sur place, les bêtes qu'il y avait sur place. Il y avait un cycle qui se faisait de manière à ce que tu ne puisses pas perturber justement la plante que tu vas aller cueillir, manger, cultiver, manger, et tu vas nourrir d'ailleurs tes enfants avec et les gens que tu aimes avec. Donc, et de là, tu vas avoir de nouvelles maladies. Voilà, ça peut être, je sais pas, tout ce qui est, bon, de nouvelles maladies. Et je sais pas comment ça se passe dans les pays du Sud, mais je crois qu'il n'y a pas la sécu comme ici, quoi. Donc nous, on fait les malins et tout, mais on a la sécu. Je crois que dans les pays du Sud, il n'y a pas la sécu. Donc je pense pas que ce soit des risques à prendre inutiles quand on sait déjà, on a déjà une vision, enfin on a déjà la vision de ce qui se passe en Occident. Je trouve que ce sont des bons enseignements à tirer pour pas reproduire. Donc essayer de miser sur autre chose que du productivisme, que de l'épuisement, mais sur le végétal et sur cette collaboration saine avec la nature en fait. Totalement. Voilà. Et du coup, je pourrais passer des heures à continuer cette discussion. Je regarde l'heure, il y a d'autres tables rondes qui vont suivre. Et j'aimerais clôturer en fait cette table ronde par une dernière question. À savoir, par exemple, quand j'ai créé Écologie Universelle et que j'avais des amis du Sénégal, ils me disaient l'Afrique doit s'industrialiser quitte à polluer. Et ça m'irrissait en fait. Je me dis, mais en fait, vous vous rendez pas compte que l'Occident a déjà fait des erreurs et que vous ne devez pas reproduire en fait. Donc vous ne pouvez pas dire l'Afrique doit s'industrialiser quitte à polluer. Tout à l'heure, on a parlé de système de transformation, de transmission, d'innovation. Donc si je reprends l'innovation et l'industrialisation, comment cela, en fait, doit se faire avec une conscience de souveraineté alimentaire, selon vous deux? Alors, je comprends un petit peu la frustration des amis dont tu parlais, parce que finalement, l'industrialisation la plus facile, c'est l'industrialisation au carbone. Donc, ils ont fait des erreurs, certes. Il faudrait qu'on trouve un moyen de ne pas les reproduire, certes, mais ce sera moins facile. Et aujourd'hui, oui, il y a des avancées scientifiques, il y a de nouvelles connaissances, il y a eu de l'innovation qui nous permettent de dire, ah ben oui, tu peux peut-être au bout de ce terrain où il y a déjà les cultures, mettre
unité de transformation que tu peux faire tourner sur de l'énergie solaire, etc. Mais ça demande un effort qu'ils n'ont pas eu à faire eux. Donc je comprends ce sentiment d'injustice parce que finalement d'autres l'ont fait avant et on le paye aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que nous, on devrait du coup se compliquer la tâche? Je comprends. Mais il faut effectivement, pour le bien de tous, y compris le nôtre, qu'on arrive à trouver des organisations plus vertueuses, quoi. Plus vertueuses. Et je pense que on en a parlé un petit peu, mais il y a effectivement les modes de production, il y a effectivement mieux respecter le vivant, donc végétal, animal, agroforesterie, etc. Mais il y a surtout, je pense, un rôle de prise de conscience, de sensibilisation, parce que ça passe par là. Si on ne pousse pas la consommation, si on diminue notre consommation de certains produits, ça va diminuer le besoin. Et on l'a dit à plusieurs reprises, quand le marché n'est pas là, eh ben, on arrête, on diminue en fait la production. Donc ces systèmes intensifs vont progressivement décliner, mais pour ça, il faut que le consommateur devienne acteur. Donc ce fameux mot consommateur. Et la succession là, des crises récentes a montré aussi la faiblesse de l'interdépendance. C'est une force, mais ça peut être une faiblesse. Donc oui, mutualisons, partageons, mais soyons capables, ou en tout cas, organisons-nous pour être capables de faire ce qu'il faut pour nourrir nos populations quand il y a des équilibres qui sont bousculés par une crise sanitaire, par une guerre, etc. Carrément. Merci. Charlotte. Alors moi, pendant un moment, j'avais plus d'espoir. Je veux dire la vérité, pour moi, on était foutus. J'avais plus d'espoir. Et puis, il y a le sujet de l'innovation qui est arrivé. Donc notamment, moi je vois tout par le prisme afro-vegan, hein, vous avez compris. C'est une bonne éprouvette pour pouvoir analyser la société. C'est vraiment très intéressant et ça implique moins. Il y avait l'innovation, donc notamment avec les nouvelles matières alternatives au cuir. Moi, ça me faisait penser à l'énergie. On a d'autres manières de produire de l'énergie. Toto, tu es toujours là? Bon, la fin est assez abrupte. Désolée. Désolée pour ça. Mais vous aurez eu l'essentiel de la conférence sans y être. Je crois que ça reste un bon deal quand même. Dites-moi ce que vous en pensez de cette conférence, des sujets qui ont été abordés. Vos retours m'intéressent beaucoup. N'hésitez pas à mener ces réflexions, à poursuivre ces réflexions chez vous. Ça peut être aussi intéressant. Et n'hésitez pas à aller manifester votre soutien à Jonah et à Aminata. Car on le sait maintenant. On le sait, on est au courant depuis. Les datas comptent. Les datas, on fait marcher les datas. En attendant, tu connais déjà la chanson. Je t'invite à liker, partager l'épisode au plus grand nombre, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à me rejoindre sur Insta. Je te mets tous les liens en barre d'infos, en description, tout ça. Bon, voilà. Merci pour ta douce écoute, pour ta bienveillante attention. J'attends tes retours. C'était Charlotte, la fille aux fleurs, venue semer quelques petites graines chez toi. Bye bye!